oui, votre rendez-vous hebdomadaire avec la politique sur TV5 Monde, avec les nombreux dossiers chauds qui attendent le gouvernement français. Et puis, on fera également un petit détour par les États-Unis exceptionnellement ce soir. Bonsoir Richard Verly, correspondant du journal Blick. Et vous êtes justement aux États-Unis, puisque vous allez couvrir cette élection présidentielle américaine. Je vous dis à tout de suite, Richard. Avec nous également en plateau, Eva Morletto, que les téléspectateurs de TV5 Monde connaissent bien. Bonsoir, bonsoir. Eva. Je viens déjà vers vous, Richard, puisque c'est la tradition dans cette semaine politique. Quelle est votre image de la semaine, Richard ? Alors en ce qui concerne la France, c'est la nomination, ou plus exactement l'élection d'Aurélie Trouvé de la France Insoumise à la tête de la Commission des affaires économiques. En théorie, cela n'aurait pas dû avoir lieu. Normalement, le bloc central macroniste et la droite traditionnelle qui soutiennent le gouvernement auraient dû désigner un candidat pour remplacer l'actuel ministre des Finances, Antoine Armand. Eh bien, ils ne sont pas tombés d'accord. Laurent Wauquiez de la droite a finalement s'est désisté en quelque sorte, et c'est la gauche qui a obtenu ce poste éminemment symbolique en période d'austérité budgétaire, parce que nous y sommes. Michel Barnier va devoir couper dans les dépenses publiques. Et le budget, justement, un dossier brûlant dont on va reparler dans un instant. Eva Morletto, de votre côté, l'image de la semaine? Alors, mon image de la semaine, en réalité, en réunit deux. Alors, un, c'est l'hommage rendu au professeur de Arras, Dominique Bernard, qui a été tué l'année dernière par un extrémiste islamiste, et qui est le livre qui est en sortie de la sœur de Samuel Paty, parce que n'oublions pas que la semaine prochaine, il y aura aussi l'hommage à Samuel Paty. Voilà, sa sœur qui, dans son livre, évoque toutes les difficultés vécues par son frère et le fait d'être abandonné par la hiérarchie de l'académie. Donc cette situation-là, les professeurs abandonnés par leur hiérarchie, et parallèlement l'annonce concernant le budget 2025 de la probable coupe de 4000 postes d'enseignants dans l'éducation nationale. Alors qu'on a un gouvernement, celui de Macron, qui depuis le premier mandat parle de l'éducation nationale comme une priorité, de l'éducation des enfants comme une priorité. Et par contre, on a des professeurs qui vivent de plus en plus une situation précaire, une situation difficile, une situation voilà, de marginalisation et de manque d'aide. Ça a coupé effectivement dans le budget, on va en reparler également. Eva Morletto, je vous propose justement qu'on revienne sur cette journée chargée d'émotions en hommage à Dominique Bernard. C'est un sujet de Marc Julmy. La cérémonie se tient sur la place des héros d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Un lieu prédestiné. C'est ici même que plusieurs milliers de personnes s'étaient réunies un an plus tôt, 2 jours après l'assassinat du professeur Dominique Bernard, poignardé à l'entrée de la cité scolaire où il enseignait. Un an jour pour jour après son assassinat par un ex-élève radicalisé, la population d'Arras lui rend hommage dans le cadre d'une cérémonie à laquelle assistaient également plusieurs ministres, dont Didier Migaud, ministre de la Justice, de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Une cérémonie qui a démarré à 11h, soit l'heure à laquelle Dominique Bernard, 57 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau par son ex-élève, un Russe de 20 ans, originaire d'Ingouchi. Dominique Bernard avait enseigné pendant 25 ans au sein de l'établissement où il a trouvé la mort, après celui de son collègue Samuel Paty, tué dans les mêmes conditions 3 ans auparavant. Le meurtre de Dominique Bernard avait profondément choqué l'opinion. Aujourd'hui, ce n'est plus l'heure de la colère ou des discours, a expliqué sa veuve. C'est l'heure des hommages par la danse et la musique. 1 minute de silence sera observée demain dans les collèges et lycées de France en hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Des images tâtées d'émotions, hein, Eva, qu'on vient de voir. Beaucoup d'émotions, mais surtout aussi parce que le problème persiste. Il persiste en France, un problème d'islamisation et un problème aussi de laïcité dans les écoles qui n'a pas encore été... On a vu avec le cas de Tourcoing, de la jeune à qui on avait empêché de porter les voiles, qui a frappé le professeur. Le sujet de la laïcité, c'est encore central. Le problème de l'islamisme montant dans certaines communautés est encore central et n'a pas encore eu de solution. Ça sera un des dossiers brûlants du gouvernement. Richard Verly, l'autre dossier brûlant qui attend le gouvernement de Michel Barnier dans les prochaines semaines, c'est le budget. Alors là, c'est un sacré défi pour tous les ministres. Hein.
C'est un défi pour tous les ministres et il faut dire que Michel Barnier, je dirais, il a pour l'instant ménagé la chèvre et le chou. Il annonce des réductions dans les dépenses publiques, il annonce des impôts pour les plus riches, mais pour l'instant, l'addition ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on est encore très loin des 40 milliards d'économies indispensables, puisque c'est le chiffre qui est cité par la plupart des instituts. Il faudra économiser 40 milliards d'euros pour le budget 2025 et pour l'instant, on n'y est pas. On voit bien que Michel Barnier est tenu par ses promesses politiques, il a peur d'une éventuelle motion de censure, il a peur de couper dans les budgets sociaux. Donc où va-t-il couper? C'est ça la vraie question. Eva vient d'en parler, 4000 enseignants en moins. Vous imaginez ce que ça peut susciter comme réaction si on commence aussi à couper du personnel hospitalier, bref, à couper dans ces services publics essentiels dont les Français ont besoin et qu'ils réclament. Eva Morletto, est-ce que, au-delà de ça, au-delà des coupes budgétaires dont vient de nous parler Richard, est-ce qu'il pourrait y avoir des hausses d'impôts en France à venir ? Oui, mais alors la hausse d'impôts, ça pose aussi problème dans le sens qu'au sein de l'OCDE, déjà la France, c'est un des pays les plus taxés, sinon le plus taxé en absolu. Donc comment vont faire face quand on pense que le gros des impositions fiscales sera sur les entreprises? Comment on peut parler des croissances sur les prévisions du budget? En fait, Barnier parle d'une croissance pour l'année prochaine de 1%. Je me demande comment on peut faire cette évaluation-là quand on a le premier client des exportations française qui est l'Allemagne qui est en récession et on veut imposer encore plus les entreprises. En quelle mesure elles pourront, les entreprises, investir avec ce type de politique. Et pareil pour les ménages. On a su, et je pense que Richard Verly, donc, il est aux États-Unis. Les États-Unis ont vécu l'année dernière une grande spirale d'inflation, une crise économique qui a porté quoi? Elle a porté, premièrement, à bloquer les consommations des ménages, à faire de façon que les ménages soient plus prudents dans tout ce qui est consommation. D'ailleurs, même le monde de luxe s'est fracassé aux États-Unis l'année dernière parce que les gens ne dépensent plus. Donc comment on peut penser croissance dans un contexte pareil? Dans ce contexte, oui, c'est compliqué. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, aujourd'hui a toutefois confirmé qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes sur le gaz. Voilà, c'est ce qu'elle a annoncé ce matin. Maud Bréjon, elle a annoncé une autre information. Il y aura besoin d'une nouvelle loi immigration en 2025. Eva Morletto, ça c'est dans la feuille de route du gouvernement, cette nouvelle loi immigration à venir. Est-ce qu'on sait déjà de quoi elle va parler, cette nouvelle loi? Mais on voit bien déjà que dans cette urgence-là, qui est une urgence un peu fictif, on voit bien le rôle qu'il y a aussi le Rassemblement national dans ces budgets. En fait, on dirait que d'un côté, on a une coalition de gauche qui fait face au gouvernement, qui se pose à nouveau dans ce rôle d'opposition, parce qu'il considère toujours que c'est le résultat des législatives, c'était un hold-up démocratique. Et de l'autre côté, on a un RN qui tire un peu les fils, parce que le gouvernement est très conscient que sans le RN, il ne survivra pas. Et donc, il va dans son sens. Qu'est-ce qu'on a vu dans le budget? Qu'est-ce qui a augmenté le budget pour les forces de sécurité, pour les forces de l'ordre? Voilà. Pour les forces de l'ordre, auront 3,5% par rapport à l'année dernière. C'est un des seuls ministères qui aura plus de budget. Et pareil, on aura probablement une nouvelle loi immigration, peut-être encore plus dure de celle qui avait déjà passé. On voit bien quelle est la direction qui va prendre le gouvernement dans les prochains mois. Richard Verly, le sujet de l'immigration, des migrants, il est également au cœur de la campagne américaine que vous allez couvrir. C'est un sujet très important pour Donald Trump et d'ailleurs, il compte beaucoup dessus. Écoutez, je me trouve en ce moment même dans le Michigan, alors sur un site où les démocrates sont plutôt bien aimés, puisque c'est sur le site de l'université de Lansing, donc un milieu étudiant. Mais par contre, dès que vous sortez de cette zone, dès que vous allez dans l'Amérique rurale ou dans l'Amérique industrielle, bien évidemment, on vous parle de la question des migrants et du fait qu'ils prennent les emplois aux Américains, qu'ils amènent de la criminalité. Ma prochaine étape, c'est d'aller à Springfield dans l'Ohio. Vous savez, cette ville où Donald Trump a affirmé que les immigrants souvent d'origine haïtienne mangent des chiens et des chats, c'est vous dire le niveau du débat. Ce qui est certain, c'est que l'immigration ici, tout le monde l'a en tête, même ceux qui n'en parlent pas, parce que tout le monde sait, et Donald Trump n'arrête pas de le répéter, que c'est là-dessus, c'est sur ce thème-là qu'il va faire bataille jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au 5 novembre. Et Richard Verly, en quelques mots, racontez-nous un petit peu les coulisses. C'est difficile de couvrir une élection présidentielle américaine. Et comment vous sentez l'atmosphère du pays actuellement ?
Écoutez, je vais être franc, je sentais, je croyais, vu de Paris, qu'il y avait une fièvre Kamala Harris. Et cette fièvre, on l'avait vue à la Convention démocrate de Chicago à la mi-août. Et maintenant, je commence à voir que c'était davantage un feu d'artifice. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion pro-Kamala, mais quand vous sillonnez l'Amérique, eh bien, le camp trumpiste reste très, très mobilisé. Alors, il est vrai que je suis dans des États qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire des États qui sont extrêmement disputés entre les deux camps, mais je dois dire que pour moi, c'est l'élément moteur du moment. La puissance, je la sens plutôt là dans ces dernières semaines du côté de Donald Trump que du côté de Kamala Harris. Et je dois dire que les partisans de Trump, ils sont plus motivés que jamais. Et même en milieu étudiant, peut-être parce que justement il y a cette diversité de communautés, cette diversité de points de vue, le camp démocrate, il peine, me semble-t-il, à être derrière à fond Kamala Harris. Eva Morletto, pour conclure sur cette présidentielle américaine, est-ce que vous pensez que la situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient pourrait influencer ce scrutin? Mais tout à fait, tout à fait. On sait déjà qu'il y a un effet voilà, de mouvement pro-Palestine sur la possible résultat du vote démocratique. Ça pourrait peser énormément. Et on voit par exemple qu'aujourd'hui, les États-Unis voulaient se démarquer un peu de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que au niveau énergétique, ils commencent à être indépendants. Je veux dire, le problème du pétrole au Moyen-Orient, c'est moins une priorité pour eux avec le gaz de schiste, etc. Toutes les aventures qu'ils ont vécues au Moyen-Orient, ça s'est révélé assez fallimentaire. On pense à l'Irak, on pense à l'Afghanistan des talibans, comment ça s'est conclu. Sauf que là, il y a Netanyahou qui, avec ses opérations militaires d'envergure, il veut faire revenir ce grand frère américain à son côté. Et ça, comment il va faire? On sait déjà que, par exemple, en 1980, Jimmy Carter avait perdu face à une action fallimentaire, une opération de libération d'otages qui avait échoué au Moyen-Orient, et il avait perdu les élections face à Reagan. Est-ce que ça pourrait être encore le cas aujourd'hui face à une aide en Israël où il y a une partie des États-Unis qui soutiennent cette aide et l'autre partie, voilà, les étudiants notamment, qui ne veulent pas, ça pourrait jouer un mauvais tour aux démocrates, certainement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette élection, elle va être très, très serrée. Et on la suivra, bien entendu. Merci à vous, Eva Morletto. Et merci à vous, Richard Verly, donc depuis les États-Unis. Et très bonne couverture de ce scrutin. Merci à tous les deux. Merci.